bien, nous allons accueillir Paolo Virzi, qui arrive. Je vous demande de l'applaudir. Et Michaela Ramazzotti. Michaela aussi. Viens te mettre là. Paolo. Peut-être qu'il faudrait mieux que tu te mettes là. Et Michaela va se mettre là-bas parce que où est-ce qu'on met les enfants? Et alors, nous avons 2 enfants aujourd'hui. Nous avons Anna et Jacopo. Et Michaela va se mettre à côté d'eux. Peut-être qu'on va réussir à faire... qui tiendront jusqu'à la fin. Tu as un micro là, il est prêt. Bonsoir. Bon, voilà. Alors, chers amis, le protocole est le suivant. Nous allons faire une série de questions-réponses avec Paolo. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a... Je me mets au milieu pour traduire aux deux en même temps. Parce Ah que bon? là-bas, ça va être difficile. Oh, mon ami livournese Brando qui va nous aider avec la langue. Autrement, dans ma poche, il y a mon iPhone avec Google Translator. C'est un type moderne. Je peux prouver avec... Donc nous allons faire la série de questions-réponses. Ensuite, quand ça sera fini, c'est-à-dire dans 1 heure, 1 heure et demie, nous descendrons pour inaugurer l'exposition des photos. Voilà Maraldi, qui est Antonio Maraldi, qui est l'homme qui nous abreuve en photo tous les ans Antonio est de Cesena. Voilà. Et non seulement cette année, il nous a fourni une exposition sur Paolo Virzi au travail, mais nous aurons aussi une exposition qui est de l'autre côté c'est la Magnani dans toute sa splendeur. Voilà. Comme quoi, le cinéma italien a encore beaucoup de capacités. Alors... Paolo, nous sommes, mais tu l'as déjà dit, donc je le répète, très, très satisfait de te voir ici parce que tu es un cinéaste emblématique de cette manifestation. La preuve, c'est qu'on a passé ces 14 films que vous allez revoir, mais c'est jamais la même chose de voir les films un par un chaque année et puis de voir tout d'un coup la totalité de ce qui a été produit parce que ça donne d'autres idées sur l'œuvre elle-même. Donc, c'est, comment on pourrait dire, en même temps, une nouveauté pour l'an 1 de ce festival du cinéma méditerranéen, puisque nous avons fait les 40 ans l'an dernier. Là, on commence autre chose. Donc, tu as le privilège de commencer autre chose avec nous. Voilà. Et... la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, bon, quand même, on doit dire que quand on vous voit dans les salles, nombreux, comme hier soir, comme ce matin, comme tout à l'heure à la salle Rabelais, il y avait pour Ferie de Agosto, c'était plein. On a rejeté des gens, ils n'ont pas pu faire les vacances d'août. Ouais. Donc tu vois, ça marche encore. C'est un vieux film. C'est un vieux film, c'est un film de 96. Le siècle passé. Du siècle passé. Alors, moi, si tu veux, les questions qui m'intéressent de parler avec toi, c'est... On dit donc que tu es un héritier de ce cinéma de la comédie italienne. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Et puis on dit aussi que tu es un rénovateur. Alors, là aussi, qu'est-ce que tu en penses? En quoi ça te concerne, ce qu'on dit là-dessus? Parce que chaque fois, c'est ça qui apparaît dans les articles. On dit l'héritier, le grand héritier et le grand rénovateur, le nouveau artiste de cette comédie italienne. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? D'abord, merci encore pour
c'est l'honneur que vous faites à mon travail. Je suis très heureux et flatté pour l'intégrale et aussi je suis un petit anxieux, préoccupé parce que ça signifie que je suis vieilli. On dit que j'ai veillé. Oui, tu as vieilli. Que j'ai devenu quelqu'un qui a un passé. Ça arrive à tout le monde. Arrière. et donc, je regarde avec un peu d'anxiété le futur parce que je ne sais pas s'il y a la possibilité de faire une autre intégrale à Montpellier depuis 20 ans, dans 20 ans. Peut-être non, peut-être c'est ma dernière. Et donc, avec ce pensée triste, je vous remercie pour le privilège énorme que vous donnez à mon travail. Mais je ne sais pas. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu sais, la vérité, cher Henri, que tu connais mon amour pour toi et pour moi j'écris sur toi donc et pour le festival et pour le public de Montpellier. Je ne sais pas si je suis se ho ereditato qualcosa. Si j'ai hérité quelque chose, je sais que j'ai appris à faire ce métier avec des maestros, des maestri. Oui, les maestri à l'italien qui travaillaient dans la comédie italienne et j'aimais de leur travail le style personnel comme humain de prendre des choses sérieuses et de les transformer avec la comédie mais sans fermer les yeux aux douleurs, à la peine, aux problèmes de la société. Quand tu veux parler italien, tu parles italien. Mais c'est bien que tu parles français, ça nous honore. Tu penses... Non, si capisce un cazzo di quello che dico. Vous comprenez que dalle, c'est ça l'histoire en fait? Non, vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose de... Il préfère quand tu parles italien, quand tu parles français. Preferiscono che parlo italiano? Non, que vous préférez quoi? Français. Français? Ouais, non, mon français c'est horrible, je sais ça. Bon, mais par exemple... N'humiliez pas, mais moi, parce que... Par exemple, un des éléments quand même qui a fait que dans ta formation, tu es un scénariste au départ. Oui. Et quand même, les grands, les Scola, les Monicelli et tout ça, c'était des scénaristes. Ils travaillaient d'abord sur les personnages de scénario. Oui. Bon, donc tu es bien dans cet héritage-là. Tu racontes une histoire. Peut-être, oui. Peut-être. En même temps, je suis né dans une différente époque. Mon formation est dans les années 80. C'était la génération que tu me comptes. C'est une génération qui a grandi après la guerre et pendant la guerre. Elle a mené avec tous les problèmes d'un peuple qui avait perdu une guerre. Je suis né dans un différent moment et je pense que mon film reflète l'époque de ma vie. Voilà. Ça, c'est la différence. Mais je préfère que toi et les studios aussi. Les étudiants? Oui. Non. Les critiques peuvent faire mais par exemple, à colloquer mon travail. Oui. Si je dis quelque chose de moi-même, de mon travail comme critique, je suis embarrassé. Je fais ce que j'aime, mais mélanger la tragédie avec la comédie humaine. Voilà, c'est ça, oui. C'est ce que et tu vas pas me refaire le coup que nous a fait pendant des années Monicelli, qui disait mais non, moi je fais du cinéma pour amuser les gens. Hein. Tu vas pas me le faire, ça. Ça marche pas. C'est exactement la chose prends un exemple qui me faisait tomber amoureuse pour la génération de Mario Monicelli. Parce que j'adorais l'anti-rhétorique, l'antifanatisme, ne prendre jamais au sérieux ce que tu vas faire sur les plateaux et considérer le travail du cinéma comme
con la humilité Oui. humilité, c'est bon, de quelqu'un qui a la responsabilité di non fare annoiare le persone per 2 ore. De ne pas annoyer le peuple, la gens pour 2 heures. Mais par exemple, si tu veux, quand on prend par exemple L'échappée belle de ce Oui. matin, que je pense tout le monde a vu. Oui. Tout le monde l'a vu. Voilà un film qui montre un personnage qui est atteint d'Alzheimer. Oui. Donc, C'est un film sur la mort. voilà, sur la fin, on pourrait sur la fin se de dire, bon, ben alors là, on rigole pas, hein. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait Virzi? Virzi, il montre que ça a des avantages, c'est-à-dire que ça permet de se débarrasser des bêtises de la vie quotidienne. C'est un inconvénient, c'est parce qu'on se souvient très bien du passé. Et dans l'inconvénient principal, c'est que on se rappelle qu'on a été, que cette femme, quand même, elle a eu un amant, hein. Donc tout d'un coup, ça devient un inconvénient. Et c'est ça, l'Alzheimer devient aussi un inconvénient, un avantage et un inconvénient. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est à la fois, si tu veux, c'est l'aspect, comme on dit, de drame et d'humour, mais c'est surtout le fait que ça va chercher loin dans les, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si, les racines humaines. C'est-à-dire que les vraies bonnes comédies italiennes, c'est celles qui vont chercher loin dans le fondement même de l'humanité, pas simplement de la comédie de mœurs, mais qui vont chercher dans le fondement de l'humanité. Et c'est pour ça que je dis que tu es un vrai héritier de ça. Ha detto le cose belle. Magnifique. Perché è così incazzato? Però? Pourquoi il est aussi énervé s'il me dit des choses aussi belles? Merci. Merci. Et là, Mais est-ce que tu es d'accord? j'espère, oui, j'écoute flatté et ravi. Mais je ne suis pas capable de faire dans une autre façon. Par exemple, j'ai fait le premier et que je pense le dernier film aux États-Unis avec, comme vous l'appelez, L'échappée belle. Parce qu'en France, on change les mots. Vous n'avez pas les computers, vous avez les ordinateurs. Et donc, et donc, le capital humain ici, c'est les opportunistes. Et The Laser Seeker, c'est l'échappée belle. Si tu veux, je te raconte l'histoire. Pourquoi je fais quel film, ce film. Tu es intéressé à ça, à ce récit? C'est trop long, peut-être? Non, au contraire, très bien. Ils veulent le savoir. C'est passé que je suis allé à Los Angeles 2 fois pour représenter l'Italie dans la folle situation de la campagne pour l'Oscar, la campagne pour l'Oscar. Et j'ai reçu des propos, des propositions, des projets à diriger, déjà écrits par la major, les plus différents, les plus variés, action movie, robbery films, comedies, slapstick comedies, parce que dans la culture cinématographique américaine, comédie, c'est une chose, drama, c'est une autre. C'est difficile de mélanger les deux choses. Mon film en Amérique, il l'appelle Dramedy. Dramedy. Et donc, je dis non, je pense que je ne suis pas capable. I would spoil your project, sir. Rovinerei il vostro progetto. Je risque de ruiner le projet, monsieur. Je peux peut-être écrire un scénario, et si vous aimez, je dis à les messieurs de la Sony. Et donc, on a trouvé ces petites nouvelles, ces petits récits qui s'appellent The Laser Seeker, qui racontent une histoire de mort et de vie, sur la fin de vie d'une vecchia coppia, d'une vieille couple, à partir de Detroit jusqu'à pour la route 66 jusqu'à
Disneyland en Californie. J'aimais l'idée, j'aimais par l'ambientation, la location, c'était un peu cliché pour moi, la route 66. Mais je prouvais à écrire avec des copines, des amis, un scénario pour prouver à traiter un thème si délicat et compliqué comme la fin de la vie, la fin de vie, dans ma façon. Et on a dit, si Monsieur Donald Sutherland et Madame Hélène Mirren vont interpréter les rôles principaux, je peux faire le film. Mais je t'assure que je ne croyais pas qu'il acceptait parce qu'ils sont trop étoiles. Mais j'étais foutu parce qu'ils sont acceptés et donc j'étais obligé à le faire. Et donc, j'ai amené avec moi, je ne voulais pas devenir un réalisateur américain avec le chapeau de... C'est bien là. Gardez-le. Non, pour dire la vérité, les réalisateurs américains doesn't have this kind of hat. They have baseball caps. Ils n'ont pas ce chapeau, mais le chapeau de baseball aujourd'hui. And radio and a lot of chewing gum and Diet Coke. J'ai amené avec moi mon façon de travail, mon équipe. J'ai amené avec moi l'identité d'un cinéaste italien qui va en Amérique et amène le thème, la manière de guardare la vita, la façon de regarder la vie et de mélanger le dramatique, le comique. J'ai prouvé à faire un film italien dans les États-Unis. So, questa è la storia. This is the story. À la fin, j'ai appris à parler anglais assez bien. Assez bien. Et c'était une expérience fantastique. Mais, to tell you the truth, my friend, I don't think I will make any other movie in America. Je pense que je suis fier d'être un cinéaste italien. Voilà. Oui. Bon, l'autre aspect qui est un truc intéressant dans ton cinéma, et qui est l'héritage, hein, ça c'est l'héritage. Encore sur l'héritage. C'est l'aspect choral. Oui. Les comédies italiennes se caractérisent, les C'est bonnes, vrai. par l'aspect choral. C'est vrai. Parce qu'elles représentent la société. C'est vrai. Et en particulier, les acteurs. Donc, pour être un bon réalisateur de comédie italienne, il faut être un bon directeur d'acteurs. D'ailleurs, oui. Je vais te présenter quelques témoignages que nous avons recueillis. Voilà, sur l'écran là-bas. Sur l'écran 5 minutes. 5 minutes de témoignage. Come hai incontrato Paolo? Ho incontrato Paolo perché cercava un'attrice per questo ruolo, di cui in questo momento non ricordo il nome, nel film Ferie d'agosto. Io all'epoca abitavo in Francia, ero di passaggio a Roma e sono andata all'appuntamento insieme con mia figlia Agnese, che aveva all'epoca 7-8 anni, abbiamo parlato. Io non sapevo nulla del suo primo film, del quale si era invece molto scritto e aveva avuto molto successo. Credo che Paolo ci sia rimasto un po' male, pensava forse che io dicessi che non sapevo niente per snobismo, invece era che vivevo in Francia e quindi non ero aggiornata. E fatto sta che poi Paolo mi richiamò, ero già tornata in Francia qualche giorno dopo, e mi disse no, va bene, credo che tu possa interpretare il ruolo, però soprattutto vorrei tua figlia per fare il ruolo della figlia del personaggio che avrei dovuto interpretare nel film. E mia figlia aveva un caratterino abbastanza forte, e allora mi disse fammi leggere la sceneggiatura. Io le detti la sceneggiatura, non so se la lesse davvero, forse fece finta, e poi mi disse non mi interessa. Riferì a Paolo, il quale disse io la devo convincere, e effettivamente riuscì con molta abilità, ma ci mise del tempo a convincere Agnese a fare il film, e quindi poi insomma
poi le riprese sono state un momento particolarmente felice, mi sentivo un po' in famiglia, c'era molta coesione fra tutti noi, eravamo un gruppo molto, molto affiatato, giocavamo a scopone e quindi insomma è stato un momento molto bello a Ventotene. Che esperienza ha significato Paolo nella tua carriera? Ma penso che Paolo in quel momento, cioè questo film in particolare, in qualche modo, insomma, mi dette la possibilità di mostrare che potevo anche recitare in una commedia, perlomeno in una commedia di quel tipo, c'era una recitazione più lieve, più dinamica, io ero considerata essenzialmente un'attrice drammatica dopo i film di Bertolucci, dei due Bertolucci, di Amelio, in parte anche di Moretti, anche se insomma, Moretti era un'altra storia, ma insomma ero considerata soprattutto un'attrice drammatica. Quel film mostrò probabilmente qualche altra così, sfaccettatura, diciamo, e quindi credo che in questo senso mi abbia, oltre ad essere un bellissimo ricordo, mi abbia aiutata. E con quali parole definiresti il suo lavoro? Non so se riesco a definirlo così in due parole, però credo che una delle caratteristiche di Paolo, probabilmente quella che io così, che mi rende il suo cinema così familiare, è il fatto che c'è sempre una sfumatura di umorismo nelle scene drammatiche e viceversa c'è sempre un'ombra di malinconia nelle scene cosiddette brillanti, e probabilmente questa ambivalenza mi è particolarmente congeniale. Paolo, ma tu lo sai quanto è bello per un'attrice lavorare con te? Lo sai o forse non lo sai? Sei zuppo di gioia, divertente, profondo, esatto. Dai, fatti venire un'idea per farmi fare un altro bellissimo personaggio con te. Un personaggio nuovo e sarei felice. Ciao Paolo. E Paolo ci siamo conosciuti il 15 maggio del 2007 alle ore 10:30 in via Ostiense 171 per il provino di Tutta la vita davanti, all'8° piano, me lo ricordo ancora bene. E me lo ricordo perché da quel momento in poi è diventato Paolo mio. Lo sguardo di Paolo è quello di un regista che conosce molto bene l'Italia, gli italiani, il nostro paese, noi, e ci sa raccontare in modo tragico e allegro, sorridente e straziante. È un regista, è un uomo libero, irriverente, lungimirante. Io sono pazza di lui per come soprattutto punta il faro sul lato buffo dell'esistenza umana così imperfetta e fragile. I personaggi che ho fatto con Paolo sono donne memorabili. Se penso ad Anna Nigiotti della Prima Cosa Bella, sembra una donna destinata a durare nel tempo. Se penso a Donatella Morelli nella Pazza Gioia, è indimenticabile, così come è indimenticabile Sonia Petrucci in Tutta la vita davanti mentre prepara il caffè. Sono personaggi le cui imprese sono così straordinarie da diventare leggenda. Ecco, per me sono dei miti, molto meglio di me. Come hai incontrato Paolo? Ho incontrato Paolo perché C'est en boucle là. Hein? On peut pas l'arrêter? Hein, parce qu'il faut l'arrêter là. Sur l'ordi, esque, voilà, ça va sortir. Grazie. Voilà, alors, tu vois, c'est pour ça que je pensais, parce que, bon,
Alors peut-être que maintenant, Elle m'a dit pas. Michaela, non, Ah, elle mais ne savait pas, elle vient de le découvrir. Hein. Eh bien, Elle vient de lui dire, je le fais pendant le film, pendant qu'on Michaela, tournait. C'est pour Michaela, ça que je le parle doucement. dis, Michaela, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à ce que tu dis dans cet entretien? Moi, ça m'intéresse. Ma Paolo, secondo te devo aggiungere qualcosa? D'après Mi toi, pare je dois che- ajouter quelque chose ou- Non, non, mais toi, sei c'est toi. contento? Là, c'est sur les acteurs. Là, je t'appelle actrice, pas comme mère de famille, Come madre. mais comme actrice qui Immaginavo. joue des rôles un peu difficiles quand même pour ce mari que tu as. Voilà. Alors, hein? Ça m'intéresse, si tu veux, de savoir comment tu t'investis là-dedans. Sono personaggi, come ho detto... Plus fort, hein? Approche-toi bien. Sono personaggi, come ho detto, di cui vado fiera perché sono veramente gli unici personaggi che poi le persone amano e continueranno ad amare, è come se vivessero una loro vita una volta fatti, nonostante magari il primo personaggio che abbiamo fatto insieme, che lui aveva scritto per un'attrice che poi sono stata io tutta la vita davanti, ancora le persone mi fermano per strada per una scena che dicevo, quella del caffè. Alors, ce sont des personnages que je suis heureux de vivre pour les raisons que je dis. C'est des personnages dans lesquels on se retrouve, où les gens se retrouvent, qu'il est beau de jouer, mais qui après, ils ont une vie par eux-mêmes. C'est une vie qui continue, qui va au-delà du film, qui dure dans les années. Par exemple, par rapport au premier rôle qu'il m'a fait jouer, dans Tutta la vita davanti, la scène du café. Encore aujourd'hui, on m'arrête dans la rue et on me dit, mais alors cette scène, donc on se rappelle. Ma non è merito mio. Cioè, Je suis pour rien, me dit. no, scusa, ma la scena del caffè Donc, Beh, revenons à la scène du è café. stata resa leggendaria non certo dal mio... Elle a été rendue légendaire. Lei fa il Je suis pour caffè rien. senza mutande Elle est toute nue, en train de faire son café. e c'è un primo piano di Mastandrea che la guarda. Et il y a donc un Mentre lei si premier volta. plan de Mastrandrea, de Valerio Mastrandrea, qui la regarde. Il film era un film molto duro, drammatico sul precariato. C'était un film très dur, dramatique sur, Ma quella scena è una scena da commedia erotica. sur le travail précaire. no, Mais cette però scène-là, c'est une scène de faceva comédie molto érotique. ridere il dialogo di quella Non, scena. le dialogue de cette scène-là était très rigolo, c'est pour ça. Un monde de comédie érotique. Et donc, je ne mérite pas rien sur la scène. Congratulations à toi no. et à ton arrière. Grazie, grazie, molto piacere. Je suis très heureuse. Anche per esempio Et alors, vas-y, continue. anche per la prima cosa bella, che è un film che ho condiviso, insomma un personaggio importante insieme alla grandissima Si vous Stefania avez un Sandrelli. autre micro, ça serait bien de l'apporter. Vas-y, continue. Insieme alla grandissima Stefania Sandrelli è stato per me un sogno, perché Stefania è un'icona del cinema italiano e penso che anche in Francia sia molto conosciuta. Quindi è stato importante perché poi in quel ruolo comunque interpretavamo entrambe, essendo un film autobiografico, un po' autobiografico, Paolo? Un po'? Eravamo comunque la mamma di Paolo, quindi ero mia suocera. Ecco. Alors, et dans un autre personnage que je jouais, donc ceci est tellement vrai ce que je disais, que dans un autre personnage que je jouais, dans La Prima Cosa Bella, où je joue à côté d'une immense actrice qui est Stefania Sandrelli, qui m'a tellement enrichi, que vous connaissez seulement, qui est très connue en Italie, mais sûrement en France. Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli, oui. Scusa. No, tutte le volte. Voilà, il faut tutte se le volte lever, che- dès qu'on prononce son nom, il faut se lever. Donc Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli. Voilà, Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli. Et- Il faut pone la main sur le Voilà. cœur. Et donc je joue avec Stefania Sandrelli, et c'est encore plus rigolo parce que c'est peut-être le film le plus autobiographique de Paolo. Il vient de dire oui, peut-être. Et dans ce film, c'est encore plus drôle parce qu'il me fait jouer un rôle qui est finalement le rôle de sa maman.
Donc en fait, j'ai joué le rôle de ma belle-mère. Voilà, donc voilà, il mi fait jouer des rôles comme ça. E poi l'ultimo film che abbiamo fatto insieme è La pazza gioia, e, insomma, un film che ci ha dato tanto umanamente. Abbiamo ricercato, lui ha ricercato tantissimo in cliniche psichiatriche, ospedali psichiatrici, poi anch'io di conseguenza. È stato proprio un viaggio nella mente umana molto importante, che probabilmente da quel momento in poi è cambiato anche il mio modo di vedere, il mio sguardo verso il mondo, verso l'umanità, insomma anche il mio essere imperfetta e sbagliata in qualche modo mi fa piacere condividerlo con gli altri. Et ça me parlait donc du dernier rôle qui m'a fait jouer, dans Folle de joie, qui a eu une grosse recherche de sa part dans les hôpitaux psychiatriques par rapport à la psychiatrie, etc. Un rôle donc qui m'a mis devant quelque chose dans lequel moi aussi je me suis imprégné, et qui m'a permis de jouer un rôle très riche et qui probablement est un moment crucial dans ma carrière, parce que moi, que je suis par moi-même imparfaite, je fais des erreurs, etc., il me permet aujourd'hui de voir les choses différemment, de les appréhender différemment. Voilà, et donc tout ça nous montre une chose, qui est une chose importante, c'est que quand tu fais des films et que tu travailles avec les acteurs, tu leur transmets quelque chose que moi j'appelle une vision du monde. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, dans Folle de joie, il y a une vision du monde qui est simple. Les gens qui sont dérangés, finalement, c'est pas pire que ceux qui sont dits pas dérangés, quoi. Hein, ouais, parce que dérangés, ça veut dire, voilà, parce que voilà, ces filles s'échappent, mais autour d'elles, le monde est quand même très inquiétant, quoi. Hein, il faut le reconnaître, ça pose des problèmes, quoi. Hein, et c'est pour ça que quand tu as répondu à cette question en disant que c'est des femmes qui s'échappent, qui sont dans un endroit où on les garde, mais elles s'échappent et elles finissent dans l'Italie, qui est en fait un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est ça? Donc, c'est ça ta vision du monde de l'Italie d'aujourd'hui? Oui, quand je m'approche d'un acteur, je ne dis pas, lui, je voudrais te transmettre mon vision du monde. Non, parce non, que je serais prétentieuse c'est le résultat qui compte. Et pompeuse. Mais, par exemple, à propos de Folle de joie, de La pazza gioia, je me sens dérangé aussi. Je me sens... je nécessitais peut-être d'une thérapie, de me curer, de me soigner, de me prendre cure, on dit comme ça. Hein. Et donc, tout le travail qui a été avant de tourner, avant le tournage, c'était la recherche de quella cosa di cui parla Micaela. Ce dont elle parlait, Micaela. Le travail, on a visité beaucoup de communautés, des asylums, les plus optimistiques, et aussi les plus tragiques. Les terribles prisons, hôpitaux judiciaires pour patients psychiatriques. Une vraie honte où on a vu des choses horribles. Et donc, il avait l'envie de dire quelque chose à propos des personnes qui sont à côté de la société, qui sont tenues en marge, dans l'obscurité, loin, dans le regard, et de découvrir que les personnes qui souffrent le problème mental sont exactement comme moi et comme nous, et donc de donner voix à leur histoire, c'est une façon libératoire et thérapeutique. Oui. Durante La pazza gioia noi abbiamo girato con almeno
5-6 ragazze, anche di più forse, di un dipartimento di Pistoia, mentale di Pistoia e di salute mentale di Pistoia, e loro dopo il film, alcune di loro sono state bene, sono venute alla prima in Toscana, si sentivano bene, si hanno fatte la tinta ai capelli, finalmente non prendevano più 20 pasticche al giorno, ma magari ne prendevano 5-6 e riuscivano a vivere in questa società malata. Voilà. Et donc, il y a 5 filles qu'on a eues après dans le film, qui sont vraiment dans un hôpital psychiatrique, dans un département psychiatrique près de Pistoia, en Toscane. Quand il y a eu la première du film en Toscane, elles sont venues, elles étaient bien, elles allaient mieux, elles s'étaient teint les cheveux, elles prenaient plus 20 pastilles par jour. Donc voilà, elles arrivent à être normales parmi cette société folle. Quindi la loro, aussi pour nous, la loro autostima era cresciuta perché si erano sentite finalmente guardate e finalmente avevano avuto un posto nella società e si erano sentite donne, perché poi una caratteristica del cinema di Paolo che non è un regista maschilista, anzi che punta il faro sulle donne e ne crea delle eroine. Infatti tutti i suoi personaggi femminili sono in realtà non sono delle eroine, ma diventano mitiche. Sì, esatto. En fait, donc, ces jeunes femmes, elles ont acquis en estime de soi, elles se sont senties des femmes. Voilà, parce que des vraies femmes, dans une société, la société de dehors, qui les a accueillies, pourquoi? Il y a une raison, parce qu'en fait, la grande capacité de Paolo, c'est de mettre en exergue les femmes. Alors, ce n'est pas un réalisateur machiste, bien au contraire. Ce qu'il arrive à faire avec les femmes, c'est de les mettre en lumière. Non pas de faire des héroïnes, mais de les mettre en lumière, de les éclairer d'une lumière. Voilà. Et cette lumière dure après. Tu es d'accord? Oui, merci. No, ma perché c'est ce che dit. È stata più una terapia che più che per le ragazze della struttura psichiatrica che ci hanno aiutato, sono state bravissime. È stata una terapia anche per noi. Donc, plus que pour les filles qui nous ont aidés de la structure psychiatrique qui était enfermée là-dedans, ça a été plutôt une thérapie pour nous-mêmes. Queste ragazze avevano un supporto medico sul set e a una certa ora arrivava il carrellino con i farmaci. Elles avaient un support médical sur le set, donc à un moment donné, il y avait le médecin qui arrivait avec le petit chariot plein de médicaments. E dopo i primi giorni, diciamo, di timidezza e di imbarazzo abbiamo rotto gli indugi tutti. Et après les premiers jours d'embarras, parce qu'on ne savait pas comment faire, tout le monde a rompu les attentes. E ci siamo messi tutti in fila a chiedere il nostro Et farmaco. on s'est tous mis en queue. Quand le chariot est arrivé, on s'est mis à la queue leu à demander les médicaments nous aussi. Voilà. C'est vrai, hein? Ça, c'est bien, hein? Ça vous plaît? Et non, parce que Michaela, parle de l'Italie joyeuse et agonisante. Dans son truc, elle dit Italie joyeuse et agonisante. Ça m'a beaucoup plu. C'est un oxymore que j'adore, oui. Hein, ça t'a plu, ça, hein? Oui, oxymore, hein? Mi piace questo ossimoro, sì. Oui, ça lui plaît. Bon, donc... Alors, il y a un autre moment, c'est dans un grand interview où tu dis à propos du monde dans lequel on vit, un journaliste qui t'a dit « La vie est un joyeux bordel ». Et tu dis « J'ai beaucoup aimé la définition de la vie comme un joyeux bordel ». Tu dis ça, et tu dis en particulier que on peut pas... par contre, donc la vie ne sera jamais un paradis. Nous sommes humains et nous avons beaucoup de limites, beaucoup de défauts. Par contre, on peut peut-être avoir un regard différent sur ce bordel, et pour nous permettre de l'accepter. Avoir un regard différent pour nous permettre de l'accepter. Mais on ne peut pas y mettre de l'ordre. Le paradis n'existe pas, ou peut-être après la mort. C'est quand même très... Hein, c'est assez pessimiste. Sono d'accordo. No, perché? Ton affaire. Pourquoi? Alors, on regarde ce monde et bon, on peut peut-être l'accepter,
Mais bon, c'est quand même terrible, non? La mot acceptation, peut-être, c'est pas juste. Je préfère dire qu'il faut faire compte avec l'imperfection humaine et donc pour prouver à trouver inspiration et joie dans les problèmes, dans le drame aussi de la vie quotidienne et aussi de la vie sociale et politique. Et je pense que le mot plus juste, plus que acceptation, c'est prouver à convivre, vivre avec les problèmes, vivre et usarli e non farsi usare. Les utiliser et pas être utilisé par eux. Dominare i problemi giocandoci. J'ai oublié de parler français, excusez-moi. Mais c'est bien. C'est si commode d'avoir Brando qui m'aide. Mais peut-être j'ai répondu. Dans Ferie d'Agosto, tu as ce côté la vie est un joyeux bordel. Hein, et avec les deux Italies finalement qui s'affrontent. L'Italie de la culture, l'Italie de la télé, dello stomaco. Voilà. Bon, ça y est bien dans le film, ça. Si. Et bon, alors... C'était presque 30 ans oui, il y a 30 ans. Mais on a changé beaucoup. Ça s'est aggravé? La question culturelle, oui. Il faut dire que dans la saison, dans l'époque du film, être intellectuel, c'était quelque chose un petit moins relevant du passé, moins important, mais arrivait quelque chose de nouveau, la télé, le karaoké, l'Italie de Berlusconi, mais en même temps, maintenant, il y a l'honte d'être intellectuel, cultivé, souvent dans les débats publics, si tu es quelqu'un qui emploie, impiega les subjonctifs Arrêtez de me taper le micro, là, ça fait du bruit. Hein. Bon. Ça commence à faire. Il y a un sens de faute. C'est Anna qui est vilaine, je trouve. Et Anna. Elle le tape le micro, faut pas le taper. Vuoi dire qualcosa, amore? Tu veux dire quelque chose? Ma forte nel microfono. Forte nel microfono. Traduco a tutti. Alors? No, è una citazione. C'est une citation. C'est une citation di un film Novo Sodo. Et qu'est-ce qu'il dit dans Novo Sodo? Dans Novo Sodo, il y avait une scène où je pouvais retracer ces événements et personnages de mon enfance, où il y avait un garçon dans mon mio cortile, dans ma cour, oui, qui était génial à utiliser il rutto, come si chiama? Le roux. Le roux, il rotait. Il était capable de dire Oui, de dire. Viva Emanuele d'Italia, imperatore d'Éthiopie, avec une seule. Avec un rotin une seule fois, il est arrivé à dire tout ça. Et on a Vive Emmanuel Philibert, roi d'Italie, empereur d'Éthiopie, etc. On a prouvé à faire la même chose dans ce film. Il y a 2-3 mots en particulier et que ces personnages étaient bravo à dire Wyoming, l'État américain, avec un roux. bien, Un seul roux. Donc il dit continuer. Wyoming, un rotin. On va continuer à s'avancer. Peut-être Jacopo voulait faire ça. Est-ce que on va ouvrir les questions au public?
On va ouvrir les questions publiques. E vi devo confessare che è una delle cose per la quale sono più famoso in Toscana. Il faut savoir que c'est l'une des choses pour lesquelles il est le plus connu en Toscane, c'est la scène de Wyoming. Quando une fois j'ai rencontré Matteo Renzi, vous connaissez Matteo Renzi, e mi ha detto, mitico, noi ci si vedeva da ragazzo e si faceva Wyoming. Mythique, ça veut dire quand on était jeunes, on essayait tous de faire Wyoming avec E un quindi zéro. je pensais che ho fatto anche qualche danno nella vita. Je pense que j'ai même fait quelques dommages dans ma vie, quelques dommages collatéraux finalement. Povera generazione che si ritrovava a ruttare. Une génération qui s'est retrouvée à Je me sens roter. en faute, come si dice? Oui, je me sens en faute. Alors, c'est bien. j'ouvre les questions publiques. Une question là. Allez-y. Oui, bonjour, et j'ai trouvé que justement Folle de joie, c'était un film extraordinaire que j'ai vu plusieurs fois. Et j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ce film? Parce qu'il y a un côté, j'allais dire, complètement international. En France, on s'est senti très, très concerné par ce film. Est-ce que le côté bipolaire des personnages vous a particulièrement frappé, et c'est ce pourquoi vous avez fait ce film? Perché hai fatto questo film? Oh, pensavo di aver dato già Récupère-moi ce micro. un dei motivi. Allez, donne-moi le micro. Je pensais Voilà. Ou alors tu le avoir répondu, un peu répondu déjà tout à l'heure, Mais je peux dire quelque chose d'autre. mais je vais rajouter quelque chose. A propos del... No, mi migliora, penso. Era un tema che mi stava molto a cuore. C'est un thème que j'aime beaucoup, che mi sta a cuore, come si dice, que je tiens au cœur. Pour plusieurs raisons, peut-être la principale, c'est que je me sens dérangé, je me sens faible, je connais l'imperfection, je suis grandi dans une famille où ma mère allait souvent chez les psychiatres, chez les psy, non les psychanalystes, la psychiatrie avec le litio, médicaments e farmaci importanti, insomma. Des médicaments lourds. Pour qui écrit scénario, écrit histoire des personnages, la psychiatrie, c'est un manual de connaissances delle plus profondes racines humaines et des motivations plus obscures. Là où il y a l'obscurité, l'ombre de l'être humain, il y a la minière d'oro per un narratore. Il y a la minière d'or pour quelqu'un qui veut raconter une histoire. Et donc, prouver l'impossible, ovvero, cioè, c'est-à-dire prouver empathie pour quelqu'un qui fait la chose plus terrible, pouvait tuer un enfant. C'est Donatella prouve tuer soi-même, mais aussi son enfant. Et donc, maintenant, Michael a dit un personnage légendaire, tout le monde l'aimait, mais d'abord, il était un monstre. Il pouvait raconter l'histoire d'un monstre. C'est que la chronique, les journaux ont compté comme un monstre, qui a fait la chose la plus terrible, la plus mauvaise qu'un être humain peut faire. Et pouvait raconter cette histoire e renderla commovente, comica e affascinante. La rendre comique, émouvante, fascinante. C'était la défiance, la sfida, le défi. Les défis les plus grands pour moi. Et donc, ça, c'était l'intérêt. Et depuis, les rencontres entre Donatella, jouée par Michaela, et Beatrice, jouée par Valeria Bruni Tedeschi, que j'ai regardé pour la première fois ensemble sur le plateau du film que vous appelez Les Opportunistes,
que vous Français appelez les opportunités, moi j'appelle il capital humano. Et j'ai vu pour la première fois ces deux femmes ensemble. Et j'étais pendant le tournage d'une scène avec Bentivoglio et Luigi Locascio, Bentivoglio et Fabrizio Gifuni. Et il était la neige dans les paysages lombards. Et à loin, j'ai vu arriver Michaela et Valeria ensemble. Michaela était un peu timide parce qu'il arrivait sur le plateau de mon film pendant un tournage et Valeria faisait le rôle de la patronne de la maison et accompagnandola en accompagnant elle avec la main sur tous les deux avec les tacs, lei con i tacchi, avec les talons sous la neige et les deux, la couple était fantastique à regarder. Je n'avais plus l'envie de tourner la scène que j'étais engagé à faire, mais je voulais retourner la caméra à tourner sa fantastique couple d'actrices bellissime et pazze. Magnifique et folle. Et donc, ça, c'était la première image des Folles de joie que j'ai eue. Encore des questions, je vous en prie, monsieur. Là, ici, là. Oui, bonsoir, monsieur Paolo Virzi, et merci d'être parmi nous. Je dois dire que ce matin, j'ai vu Vacances en août et ça m'a rafraîchi. J'avais l'impression de revoir un peu l'ambiance des films de Ettore Scola, Fellini, etc. Enfin, tous ceux qu'on Dino Risi. Bon. Et par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est par rapport à la musique. Parce que dans ce film, je trouve que la musique est omniprésente. Or, évidemment, on se souvient de Fellini, de Nino Rota. Et quel est votre rapport avec les compositeurs par rapport à votre œuvre? Et une deuxième question un peu en dessous, à savoir, à quand un film à sketch italien, comme Les Nouveaux Monstres? Les Nouveaux Monstres del troisième, del 21e siècle. Avec la musique, vous savez, peut-être perçu un type de collaboration entre un réalisateur et un musicien que je pense que c'est crucial, essentiel, que c'est la collaboration entre Fellini et Nino Rota. Nino Rota a donné son âme mystérieuse et malinconique all'humour humour de Fellini et ensemble ils ont créé un stylo inoubliable, je pense. Je rappelle par exemple que pendant le montage de Ferie d'Agosto, j'ai employé quelques thèmes de Nino Rota pour prouver l'atmosphère, un thème d'un vieux film italien. Et aussi dans mon dernier film, dans mon dernier Nuit Magique, où il y a aussi Fellini même dans une scène, non Fellini le vrai, Fellini recréé, le personnage de Fellini. Pendant le montage, j'ai utilisé des thèmes de Nino Rota et j'ai demandé à Carlo Virzi, que c'est un grand musicien, mais c'est aussi mon frère, de prouver à trouver quelque chose à la façon, à la manière de Rota. Et aussi en Ferie d'Agosto, il y avait le désir de trouver une connexion avec l'âme, l'esprit du cinéma classique en regardant la société contemporaine. Et c'était mon deuxième film comme réalisateur. Jusqu'à mon premier film, j'étais jamais
sur les plateaux, je ne fais pas la gavetta, comme se dit là. Je ne fais pas la préparation des assistants je suis pas été un aiuto regista, un assistant réalisateur. J'étais un scénariste, comme j'ai travaillé sur une table, sous les tables, avec la Olivetti 35. Et donc, j'étais pas sûr ce que je voulais faire comme style cinématographique, comme style registico. La caméra, pour moi, c'était quelque chose qui un peu me donnait timidité et d'embarras. Je voulais qu'il était invisible. Je préférais que personne ne disait à la fin « Oh, le magnifique plan séquence que vous avez fait ». J'espérais que le film sembrasse fatto da solo. Semblait que le film ça se soit fait par lui-même. Par lui-même, exact. Et le registre, il n'y avait pas. Aussi parce que j'étais un type de scénariste qui polémisait contre le fanatisme de la caméra, de l'efféticisme, de les dolly, des chapeaux sur la tête du réalisateur ou de la charpe rouge. Je préférais penser je disais polémiquement que les réalisateurs ne sont pas nécessaires. Ça suffit le scénario, des acteurs, une bonne histoire, des bonnes motivations, un bon attrezista. Et ça, c'est pas vrai. Et j'ai découvert que c'est pas vrai. J'ai découvert que peut-être les choses sont différentes. Pour vous satisfaire, il faut que vous alliez voir Catherine Banville. Parce que c'est le film de Paolo dans lequel il y a la plus grande virtuosité d'utilisation de la musique. C'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez aller, voilà, vous rentrez dans ce film et vous êtes emporté par le personnage de la musique qui est là. Et ça se termine par du Verdi. Parce que, voilà, ça, chapeau, monsieur Paolo. Parce que, voilà, il y a de tout. Et tout d'un coup, à la fin, il y a du Verdi. Voilà. Merci, la casquette. Bon, et ça, c'est quand même quelque chose quand il dit bon, je voulais que les films se fassent tout seuls, oui, bon, enfin. Hein. Mais c'est parce que ça, c'est un héritage dans le cinéma, c'est l'héritage de Frank Capra. Virzi est un héritier de Capra. Et oui, ça a l'air de rien, mais en particulier de raconter des histoires de manière chorale, dont je parlais tout à l'heure, des personnages qui sont des personnages complètement excessifs et tout ça. Vous prenez tous les films de Capra, c'est dedans. Et l'utilisation du rythme. Parce que ce qui compte quand on va au cinéma, c'est d'être emporté par l'histoire qu'on vous raconte. Et c'est le rythme. Évidemment, la musique joue un grand rôle, mais aussi le montage. Et ce qui est formidable dans ces films-là, c'est que vous commencez à regarder le film, et au bout d'un moment, ça y est, c'est le genre de film, vous ne pouvez pas dire « je vais regarder 10 minutes ». Quand c'est fini, vous vous rendez compte que vous avez tout regardé. Hein, voilà. Et moi, je pense que c'est un héritier. Parce que vous savez que, voilà, Capra, il prenait des films, il les montrait au public, et puis si ça riait pas assez vite, il coupait. Il disait, vous couperez cette scène, vous la couperez à moitié, tout ça. C'est extraordinaire, ça, quoi, je veux dire. Cette espèce de sens que pour raconter une histoire, il faut le rythme. Merci, monsieur Paolo. Merci à toi. Merci. Grazie. Alors ça, par contre, c'est pas de l'héritage. Ça, c'est l'héritage peut-être de Capra, mais c'est pas de l'héritage de la comédie italienne. C'est de l'aspect novateur de Virzi. Son aspect novateur, il est là-dedans. Il est dans le rythme et la musique.
Ça, c'est très fort. Alors, il y a un film qu'il faut que vous voyez aussi, parce qu'il va nous en parler 2 secondes. De temps en temps, il lui prend des fantaisies. Alors, par exemple, il a fait un film en costume. Je te dis, qu'est-ce que tu allé faire un film en costume? À l'île d'Elbe. Oui, avec Napoléon. Mais si. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a pris? Sono impazzito, lo so. Oui, je suis fou. Qu'est-ce oui, qui je t'a sais. pris d'aller faire un film sur l'île d'Elbe? Non lo so, non ti è piaciuto? Si, mais c'est un film complètement inattendu. Vous allez être complètement surpris. Voilà. Parce que ça raconte une histoire voilà, qui n'est ni faite ni à faire. Mais on se régale. Hein. Et là aussi. Hein. Tu sais, j'étais... Se non avessi fatto il cinema, si je faisais j'avais pas pas fait le cinéma. du cinéma, je serais devenu peut-être un professeur d'histoire. J'étais en train de prendre un baccalauréat, comment on dit, un bac en histoire moderne. Et donc, je suis... J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup et votre héros national est venu à côté de ma maison à l'île d'Elbe pendant son exil et son exil a généré beaucoup de petites histoires qui m'intéressaient beaucoup e che je pensais che réfléchit quelque chose, che riflettevano al passato. Qu'elle réfléchisse, reflétait, pardon, qu'elle reflétait à son parent quelque chose de ce qui passait en Italie dans quel moment, dans le moment du tournage, que c'était le 2005, si je ne me trompe pas. Il y avait un moment de presque absolu pouvoir d'une personne qui était Silvio Berlusconi. Il y avait le thème de la haine politique, de la tyrannie, d'un nouveau forme de jacobinisme dans l'opposition. Et donc, j'ai prouvé à faire une réflexion avec une sorte de conte philosophique, mais sans me prendre au sérieux, j'ai prouvé à amener tout ce matériel, toutes ces choses dans le cours de ma maison à Livorno, comme si j'ai tourné Ovo Sodo, je pouvais transformer un morceau d'histoire européenne dans un petit conte populaire livornese. Ça, c'est la raison. Bon, peut-être le public était surpris aussi parce que c'est le film qui est plus cher que je fais, mais avec moins d'incassi. Mais je sais qu'il a gagné beaucoup d'argent en Japon. Et donc, merci à le public japonais pour ça. Parce que je ne sais pas pourquoi. Maraldi, oui. Vous donnez un micro à M. Maraldi, s'il vous plaît. Je parle en français parce que si par lui, j'essaie. Alors, la question du public, c'est l'histoire de la comédie à l'italienne a fait très attention au public, non par servir, mais pour stimuler, pour faire des choses. Aujourd'hui, comme tu te raffrontes avec le public in une situation complètement différente et plus difficile. Je travaille dans la même chose, de la même façon que j'ai toujours fait depuis que je suis devenu un cinéaste. Et toutes les fois que je pensais une histoire à raconter, je pensais à une salle idéale dans ma tête où il était les personnes très chères pour moi, ma professoresse italienne à la scuola media. Au collège, des amis du lycée, ma mère, mon frère,
des amis très chers. Et je pensais que la salle, la salle cinématographique, hein, on dit la salle, était pleine de personnes que j'aimais et que je voulais prouver à faire intrattenerli, les intéresser et en même temps sans le foutre, senza fregarli, insomma, senza imbrogliarli. Sans les arnaquer. Je sais que les choses sont changées. Maintenant, il y a une différente ubication de la fruition cinématographique. Les salles cinématographiques semblent être pas plus essentiel et crucial pour le film, mais les plateformes télévisives, Netflix, Amazon. Mais ça change très peu pour mon travail, parce que je pense toujours à quelle personnes précises. Ces gens-là, précisément. Aussi. Dans une salle cinématographique, sur le sofa, sur le canapé, sur le canapé de la maison. Pour moi, c'est la même chose. Je pense à la personne, pas à la location, à la stanza. Et je pense que c'est un peu dangereux maintenant de pouvoir... scusa, lo dico in italiano perché ci tengo. Penso che sia un pochino rischioso provare a... Amore, attenzione, perché poi... Bravo. Provare a... come si dice... ad andare incontro ai gusti del pubblico, delle piattaforme. Je pense que c'est risqué d'aller chercher le goût du public, les plateformes, aller chercher ce qu'ils veulent. Assecondare le direttive editoriali di Netflix o di Amazon. Respecter le direttive editoriali di Netflix, Significherebbe Amazon. imbrogliare il pubblico, significherebbe imbrogliare anche il mio committente. Ça signifierait d'arnaquer le public, mais surtout celui qui m'a commandé le film. Io credo che posso fare il lavoro onesto che so fare se penso a delle persone che amo e che racconto la mia storia per loro, e se poi lo vedono in sala o se lo vedono su Netflix, a me non cambia niente. Je pense être honnête en faisant mon vrai travail, le travail que j'aime faire, en pensant toujours à mes gens que je vois dans la salle et qui seront contents du travail que je fais, en le faisant tout simplement et pas en allant chercher de ce quoi. Paolo, le jour où ça sera généralisé, les plateformes, il n'y aura plus de festival Cinémed. Voilà, ça ne sera pas difficile. Il y aura une plateforme Cinémed, mais ça, par exemple, là, tu vois, tous ces gens-là que tu vois, là, qui sont venus te voir, qui vont voir tes films dans une salle, qui sont amoureux de toi et tout, ça sera fini. Sur Netflix, ils n'en ont rien à cirer. Rien du tout. Mais je ne pense pas que Netflix, c'est le mal. Non, mais ce n'est pas le mal, mais bon... Je pense qu'on peut vivre ensemble. J'ai vu aujourd'hui le cinéma Diagonale plein de public. Et ben voilà. Il y avait une fila, une queue Ils se sont battus. incroyable. Ils sont piqués. Et donc, peut-être ça c'est la France aussi. La France. Ah oui, nous. Peut-être il faut que je vienne ici. Il faut que je vienne travailler ici. Si vous voulez Montpellier, j'adore Montpellier. Mes enfants aussi aiment beaucoup Montpellier. On te prend à Montpellier et tu fais tes films ici à partir de Montpellier. Et on a déjà un président du festival qui est de Palerme. Donc tu viens et on te prend. Voilà. Se accettate un regista che parla male francese, si vous acceptez un réalisateur qui parle très mal français, je peux venir ici. Bon, il y a quelqu'un qui veut poser une question là encore. Non, il y a des messieurs là-bas qui oui, mais en la main haute. Après, d'abord là. Allez, soyez bref. Non, c'est parce qu'on avance. Bientôt, ça va être l'heure. Quello è il cappello da regista americano. Voilà la casquette de réalisateur américain, il dit. Il est là, c'est ce monsieur, regardez-le. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Chi è? Steven Spielberg, Ron Howard. Comment? Mais pourquoi ça marche pas? Non, parce que moi je... Mais j'ai plus d'enregistrement.
J'ai plus d'enregistrement si vous voilà. Je voulais juste revenir sur la réaction que vous avez eue tous les deux sur la question du café, en fait, la scène du café, parce que je l'ai trouvée en fait un peu significative de à quel point vous êtes doué, virtueux e modeste aussi. Ridilo in italiano? Allora, te lo dico in italiano. Ti ho trovato bravissimo e modesto nella tua reazione alla scena del caffè, perché avete detto tutti e due che in realtà la scena del caffè è diventata mitica perché c'è il fondoschiena di Micaela. È vero, cioè, voglio dire, ci mancherebbe tanto di cappello. Io però trovo anche che quella scena lì sia mitica perché da un lato l'avete detto c'è lo sguardo di Mastandrea, bellissimo eccetera, però trovo che Micaela che si mette l'asciugamano davanti cercando di coprirsi, quindi essendo pudica in un certo senso, e poi sotto non ci sono le mutande, è un contrasto fantastico e che mette bene in evidenza infatti il personaggio di Micaela. Ma non solo quello, ma credo anche quella cosa che si chiama in termini drammaturgici anticlimax. Siamo in un momento disperato del racconto, di dolore, di solitudine, e quindi diciamo, scusate se parlo italiano, ma mi ha domandato. Je vais traduire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on soit dans un moment tragique du récit, etc. Et il y a l'anticlimax, c'est ce qu'on appelle l'anticlimax, je dis, donc un moment où... Dove appunto la solitudine di quel personaggio, la disperazione di quel sindacalista, ecco che quindi una gag anche un po' forse grossolana come quella del culo dell'attrice diventa un momento liberatorio per lo spettatore. Donc nous sommes dans un moment de solitude du syndicaliste, désespoir du personnage, et donc je pense que dans ce moment-là, arriver à un gag aussi salace, un peu salace comme le cul de l'interprète, bon salace, voilà, salace, grossolano, salace, voilà, grossier, ça donne tout un autre aura au moment, voilà. Et ça le rend mythique, ça rend la scène mythique, c'est ça. E comunque bisogna confessarlo, Micaela ha un gran culo. Bon, je traduis, il faut le confesser, voilà, je traduis pas, c'est elle. Sotto quale punto di vista? De quel point de vue? Scusate se parliamo a questo, io cerco sempre di abbassare. Excusez-nous pour le niveau très bas, mais ce que j'essaie de faire toujours, de ramener le niveau plus bas. Alors, monsieur. Je l'ai fait en français d'abord, après je l'ai fait en italien, comme ça je t'évite de traduire. En fait, je voulais savoir si l'apparition hommage d'un certain personnage qui est connu à Livorno, qui est Bobo Rondelli, dans les films, est liée au groupe dont il était leader, qui s'appelait Ottavo Padiglione, que c'était les pavillons des fous dans l'hôpital de Livorno. Volevo sapere se l'apparizione di Bobo Rondelli nel film, che era il leader dell'Ottavo Padiglione, visto che il film è un po' sulla pazzia e l'Ottavo Padiglione era l'Ottavo Padiglione, volevo sapere se era legato, è venuto a caso. No, je pensais pas al groupe di Bobo, l'ottavo padiglione, mais j'adore Bobo, c'est mon ami, on a grandi ensemble, j'ai dédié lui un documentaire. L'uomo che aveva picchiato la testa. Il n'y a pas dans la rétrospective intégrale. Voilà, et donc on peut faire une nouvelle rétrospective. Seulement pour montrer le film qui s'appelle L'uomo che aveva picchiato la testa, che n'est pas sorti en France. Et donc, ok, il y avait besoin d'une traduction dal livornese al francese. Bobo Rondelli est un grand chanteur et auteur de chansons italiennes. Je pense entre Tom Waits et Jacques Brel. Et j'adore lui avoir dans mon film. J'ai proposé lui de faire le protagoniste dans La Prima Cosa Bella. Il a fait une audition avec Stefania Sandrelli. Il était très timide, terrible, et arrivé tard au rendez-vous. Non si era lavato quel giorno, puzzava come una capra. Il ne s'était pas lavé ce jour-là, donc il était puant, disons les choses clairement, comme un chevreau. Doveva fare il avait la scène da prouver che il dansait avec Stefania Sandrelli. Stefania mi è venuta a dire: ti prego, non lo prendere, puzza tantissimo. Donc Stéphanie est venue me voir. Non, s'il te plaît, pas lui, il pue. Non, s'il te plaît.
Et il a fait seulement un petit rôle dans La Prima Cosa Bella, le rôle de Manzani. Voilà, il fait le rôle de mais Manzani. Il est génial, mais en même temps, il est parfait pour faire des caricatures, des imitations, des personnages grotesques. Quand peut-être les protagonistes ressemblaient trop à lui pour pouvoir faire. Et donc, c'était mieux Valerio Mastandrea. Mais en même temps, je lui adore, je l'ai vu, c'était août à Livorno, et pendant un concert qu'il a fait. Il est plus grand de moi, il a 56 ou 57, mais il est toujours un vieux punk, un jeune punk, un jeune rockstar. Et j'espère de faire quelque chose avec lui dans mon prochain travail. La dernière question. Ah, il y en a deux. Beh, la mienne, c'est pas une question de toute façon, mais j'en profito parce que quando mi ricapita di parlarvi così. Quindi non è una domanda, ma semplicemente volevo dirle che Notti Magiche è bellissimo, l'ho visto poco fa. Ogni volta che vediamo un film di Virzì ci diciamo stavolta si è superato, invece questa volta ci siamo detti, vero Arianna, è un genio quest'uomo. Madonna, grazie. Je voudrais vous remercier parce que bon, je vais juste parler pour. De toute façon, ça m'arrivera jamais de vous parler, donc je parle. Voilà, je viens de voir Notti Magiche. À chaque fois qu'on voit un film de Paolo Virzì, on dit cette fois il s'est dépassé, et cette fois il paraît elles se sont dit avec une copine no, cette fois il est mythique. Voilà. E alla signora Ramazzotti volevo dire che lei ha qualcosa che molti attori non hanno, cioè fa dimenticare l'attore, diventa completamente il personaggio. Io la seguo da sempre, però ho avuto la folgorazione con La Pazza Gioia e guardi, fantastica. Dico agli amici che lei mi piace più della Magnani, mi odiano per questo, ma infatti sembra un po' una bestemmia, però è così, io lo penso. E quindi quale migliore occasione dirglielo di persona? Grazie. Grazie, mi avete cambiato la vita. Grazie. Grazie, grazie. La traduction, c'est donc de remercier Michaela pour les rôles qu'elle joue, parce que chaque rôle, elle devient elle-même et vice-versa. Voilà, donc pour elle, elle le dit toujours, elle est plus grande que Anna Magnani. Bon, je sais que c'est presque un blasphème, mais bon, elle ose le dire, et voilà, c'est pour ça qu'il la remercie. Et donc, mon amour, 20 ans après ta mort, il y aura une intégrale de ton travail ici. C'est moi. Tu penses que c'est possible? Oui, tout est possible. Tout est possible. Bon, il n'y a plus de questions. Alors allez-y, madame. Parce que là, ils sont dissipés maintenant. Oui. Dépêchez-vous. Bon, alors merci pour tous ces films. C'est un enchantement. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Parlez bien dans le micro, madame. Oui. Alors j'aimerais savoir quel est si vous avez un projet pour un prochain film et quel en est oh le là thème. là, oh là là. Mais on ne pose jamais cette question, ma pauvre dame. Pas. Jamais. Surtout qu'en plus, c'est un secret d'État. Moi, je suis au courant, mais c'est un secret d'État. Ben justement, il faut soulever le voile. Non, c'est pas un secret d'État. C'est un drame. Ça a à voir avec Livourne. C'est une tragédie parce que je ne sais pas si je vais faire autre film. Je ne suis pas sûr. Non, non, ils ne voudront pas de toi. J'écris. Dans ce moment, j'écris. Je suis en train d'écrire une chose, je ne sais pas si c'est un scénario, donne-leur un indice. C'est un roman, c'est un film, c'est une la série, peinture, sur la peinture. C'est une comédie théâtrale, je ne sais pas. Il y a dans mon computer, dans mon ordinateur, pardonnez-moi, un file de, je ne sais pas, de 100 pages, peut-être un peu trop longue pour un film. Peut-être c'est plus une pensée, une longue rêve, une confession. Mais à ce moment, je regarde avec préoccupation
à mon futur, parce que j'ai des enfants petits et j'ai besoin de travailler pour... Et donc, ça c'est la raison que je suis ici, pour ouvrir une collecte, une campagne de donation. Et à la fin, il y aura sur l'écran les numéros des concurrents où vous pouvez, avec PayPal et des commodes invoice, contribuer à la vie felice de sa famille. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci. Vous voyez, vous pouvez donner aussi 5 euros. Voilà, il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il se remette à déborder, quoi. Hein. Voilà. Vous avez remarqué que les enfants sont fatigués maintenant parce que, donc, vous voyez, ils ont quand même tenu presque. Alors, bravo aux deux enfants. J'ai amené les enfants pour faire de la tendresse au public. Voilà. Il exploite ses enfants en plus. C'est comme dans Bellissima. Alors, tout à l'heure, on se posait la question de... Regardez, il est très beau, il est fantastique. Ils ont besoin de votre voilà. support. On se posait la question de savoir si ça continuerait. Ben, vous voyez, il n'y a pas de raison. Et donc, moi, j'ai confiance dans Paolo pour continuer à nous parler de cette Italie joyeuse et agonisante, des personnages qui sont des personnages excessifs, des hommes perdus, des femmes frivoles, voilà, des histoires de road movie qui sont complètement... Mais de toute manière, il sera là. Donc, merci à lui. Merci d'être venu nous voir à notre rencontre. Et je pense que vous lui devez quand même un grand merci. Applaudissements. Grazie Henri, grazie, vi voglio bene. Hein? Mais normalement, ça se fait debout, un applaudissement. Alors, bon, la suite, vous le savez, c'est en bas à l'exposition.